Hey, salut et bienvenue sur Babylon JS. À l'usine, au bureau, serons-nous tous remplacés par des robots? Les progrès du numérique vont-ils conduire au remplacement des humains par des machines en toutes tâches? Quel va être l'impact sur l'évolution de nos emplois dans 10 ou 20 ans? Nous roulions dans une rue, j'examinais anxieusement les policiers et les agents d'entretien, c'étaient des robots. Un épicier se retourna avec curiosité, c'était un robot. Je tentais de distinguer les chauffeurs des voitures qui nous dépassaient, elles n'en avaient pas. Face aux clients, à la banque, au restaurant, au salon de coiffure, c'étaient des robots, tous chatbots et androïdes, à roulettes ou sur des jambes. Cette scène imaginaire, inspirée d'un roman présage-t-elle du futur qui nous attend? Depuis quelques années, des chiffres tapageurs font les titres de la presse au sujet de l'automatisation du travail, susceptible d'être effectuée par des machines ou des logiciels. Selon certaines études, cela concernerait près d'un emploi sur deux dans les 10 ou 20 prochaines années. Après le plombier polonais, le robot, autonome, voleur d'emploi s'invite dans les débats. Combien d'entre nous seront-ils concernés? Ces études se sont notamment basées sur la créativité et la dextérité manuelle requises par un emploi pour déterminer s'il est automatisable ou non. En 2004, Frank Levy et Richard Murnan, deux économistes de Harvard, classaient la conduite parmi les activités qui échapperaient aux révolutions technologiques parce qu'elles réclament de s'adapter à des situations non prévues. 6 ans après la sortie de leur livre, les Google cars sillonnaient les routes californiennes, illustre l'économiste. Jusqu'à présent, ce sont surtout les emplois non qualifiés qui ont été pourvus ou modifiés par des machines, dans les usines principalement. Aujourd'hui, c'est le caractère routinier ou non d'une activité qui est pris en compte, le fait de suivre une suite d'actions selon un protocole strict, analyse un chercheur au sein de l'unité Paris-Jourdan Sciences économiques. Et routinier ne rime pas forcément avec peu qualifié. Jardiniers et plombiers tirent ainsi leur épingle du jeu, en partie grâce à la souplesse de leurs gestes et à leur facilité de déplacement, bien loin de celle des robots. Tandis que les cols blancs ont de quoi trembler sérieusement, à commencer par les comptables jugés à l'unanimité, très automatisables. Selon le New York Times, de nombreuses banques américaines développent des robots advisors, logiciels qui gèrent le patrimoine et font fructifier l'argent de leurs clients. Au Japon, Watson, la célèbre intelligence artificielle d'IBM, remplace 34 employés d'une compagnie d'assurance vie, soit un quart des effectifs. Et on teste des algorithmes pour conseiller juges et avocats à partir de décennies de jurisprudence ou pour distinguer entre 1001 tumeurs malignes. Chaque jour, ou presque, de nouvelles prouesses émaillent la rubrique high-tech des webzines, laissant perplexes les jeunes cadres dynamiques. Ce qui est amusant, c'est que chacun croit qu'il n'est pas remplaçable par une vulgaire machine, mais je pense qu'à long terme, on finira tous par y passer. En biologie par exemple, séquencer un gène était un sujet de thèse, acceptable il y a quelques années, maintenant c'est entièrement automatisable. Et dans la plupart des domaines de recherche, une grosse partie du travail est déjà faite par les machines. Mais alors quid de la créativité, nécessaire dans ces activités intellectuelles? Les programmes d'échecs ou de jeux de Go jouent parfois des coups créatifs auxquels les humains n'auraient pas forcément pensé. La création n'est pas le but principal des machines actuellement, mais avec des générateurs de nombres aléatoires, elles peuvent produire des quantités pharaoniques de choses qui sont ensuite triées via des mécanismes de sélection. La plupart partira à la poubelle, mais dans le lot, il y aura des idées intéressantes. D'ailleurs, il y a déjà des productions artistiques réalisées par des machines, en art graphique, en écriture de scénarios, etc. La question est plutôt, aura-t-on envie de lire le roman écrit par un algorithme? À long terme, il n'y aurait donc pas d'obstacle théorique à une automatisation totale. Il y a ainsi 50% de chances que l'IA soit plus performante que nous, en toute tâche, dans 45 ans en moyenne, et automatise tous les métiers dans 120 ans, selon les 352 experts en IA interrogés par une équipe d'Oxford qui situe la rédaction d'un best-seller et la maîtrise d'une chirurgie aux alentours de l'an 2050. Quant à la gaucherie des robots ambulants, c'est un faux problème. Certes, le plombier humain se contorsionne pour atteindre les bons tuyaux et boulons, mais on peut repenser et standardiser l'organisation spatiale de nos installations pour que ces mouvements complexes ne soient plus nécessaires. Estime le directeur de l'Institut des systèmes intelligents et de robotique, ISIR, faisant remarquer que la méthodologie de son lave-vaisselle est totalement différente de la sienne pour arriver à un résultat identique, idem pour les robots qui va des entrepôts de la société Amazon. Comme le choix et l'appréhension sur les étagères des objets à expédier est un vrai casse-tête pour un robot avec des bras, la société de vente a changé la nature de la tâche à accomplir. Les robots, sorte de coffres à roulettes, se contentent de glisser sous les étagères et de les soulever pour les apporter entières à un employé, humain, qui, en bout de chaîne, n'a plus qu'à lever le bras pour y prendre le bon article à expédier. Le processus est repensé pour que les tâches non routinières soient remplacées par des tâches routinières automatisables, dans le même esprit que la chaîne d'assemblage de Henry Ford. Toute tâche peut se découper en une suite d'actions à accomplir strictement. La distinction routinier, non routinier n'est pas immuable. Une fois qu'on comprend bien une tâche, toutes peuvent devenir routinières. Dans ce cas, ne faudra-t-il pas garder un humain dans la boucle pour prendre les décisions finales, notamment en médecine et dans le domaine de la justice? Le besoin de maintenir ainsi la machine à un traditionnel rang de simple outil, inévitable condition brandie par les cols blancs en voie de remplacement, peut nous laisser sceptiques. Je ne suis pas certain que des arguments techniques le prouvent. En revanche, il faudra bien entendu considérer les problèmes d'éthique et de responsabilité juridique ou morale que cela peut poser, ainsi que l'acceptation des citoyens et des consommateurs.
Même s'il faut garder quelques humains au travail pour superviser les machines et prendre les décisions finales, on peut imaginer qu'à long terme, on sera plus proche d'un cas limite du type un humain pour 500 machines, projette l'économiste qui a élaboré 6 scénarios pour un tel monde. En attendant une potentielle révolution totale, revenons à notre avenir imminent. Un consensus émerge clairement chez les chercheurs sur une idée jugée contre-productive et pour l'instant retoquée par le Parlement européen, taxer les machines, voleuses d'emplois. Les robots et logiciels perfectionnés sont une opportunité considérable pour la croissance et l'innovation. Les taxer alors qu'ils n'ont pas encore été déployés serait stupide. Si seule la France met en place une taxation, elle aura un désavantage compétitif par rapport à d'autres pays. Une telle mesure pourrait provoquer une sévère vague de délocalisation robotique, alors que notre pays est généralement jugé sous-équipé et en retard, 32 000 robots, contre plus du double en Italie et du triple en Allemagne. Ensuite, ce n'est pas parce qu'une activité est robotisée qu'elle n'emploie plus d'humains, les industries automobiles outre-Rhin ont 100 000 salariés de plus qu'il y a 20 ans. Beaucoup d'emplois non qualifiés et qualifiés vont disparaître, mais d'autres devraient être créés sur les nouveaux marchés des objets connectés, des transactions sécurisées ou des dispositifs médicaux, dans lesquels la France a un fort potentiel à exprimer. Enfin, les pays qui ont le plus de robots, Japon, Corée du Sud, Allemagne et Suède, seraient aussi ceux qui ont le moins de chômage et le plus d'emplois dans l'industrie. La technologie transformerait l'emploi plus qu'elle ne le détruit. Regardez les métiers de la banque, avant l'arrivée de l'informatique, ils étaient faiblement qualifiés, donnaient des petites coupures, notaient les dépenses, etc. Une fois déchargés de ces activités routinières et mécaniques, ils se sont spécialisés dans des activités plus qualifiées de conseil. Finalement, cela nous pousse à nous spécialiser là où se trouve l'avantage comparatif de l'humain par rapport à la machine. Et maintenant que les algorithmes de conseil sont sur le point de les surclasser, que feront banquiers et assureurs? Ils trouveront autre chose pour améliorer le service, suppose l'économiste. Il est vrai, les humains sont très doués pour créer de nouveaux besoins, il suffit de voir le nombre d'applications smartphones dont on ne peut plus se passer. Selon le Conseil d'orientation pour l'emploi, il faut ainsi se préparer à ce que la nature de 50% des emplois mute sous l'influence de l'IA. Et le Forum économique mondial estimait que plus de 2 millions d'emplois seraient créés dans les domaines spécialisés, tels l'informatique, les mathématiques et l'ingénierie. Mais, si tous les gens qui ne sont pas complémentaires de l'IA sont mis sur le côté et qu'on leur donne des jeux et du cirque, dans 50 ans nous avons Metropolis, et dans un siècle nous avons Matrix, qu'a prophétisé le transhumaniste Laurent Alexandre, qui n'a peut-être pas tout à fait tort sur ce point-là. Pousser des wagonnets au fond de la mine n'est pas un objectif. Robot vient du tchèque robota, qui signifie travail forcé, et travail vient du latin tripalium, instrument de torture à 3 pieux. Peut-être aboutira-t-on dans 100 ans à une société sans travail humain où les individus n'auront comme inquiétude que d'occuper leur temps libre et se trouver un nouveau rôle social. Keynes voyait le progrès comme facteur d'expansion du loisir. Le problème ne sera plus de donner du travail à tout le monde mais de se répartir des richesses produites grâce à la technologie. L'économiste Richard Freeman, de l'université d'Harvard, encourage d'ailleurs travailleurs et syndicats à investir dans la possession des machines et logiciels sophistiqués. Pour que les gains en productivité qu'ils apporteront soient effectivement redistribués et que les travailleurs ne deviennent pas les serfs des nouveaux seigneurs des robots. On nous aura prévenu. Pour sauvegarder l'emploi, l'empereur romain Vespasien avait ponctuellement renoncé au progrès technique au 1er siècle. Les canuts de Lyon, ouvriers tisserands de la soie, firent la peau à de staccanovistes machines à tisser dont la cadence leur faisait concurrence dans les années 1830, tandis que leurs homologues britanniques, les Ludites, en auraient réduit en miettes plus d'un millier en 1811. L'idée que le progrès technique détruit l'emploi à la vie dure. Dans les années 1980, l'économiste Alfred Sauvy montra qu'elle était fausse et que durant les 2 siècles précédents, production et productivité furent bouleversées et décuplées sans provoquer d'augmentation durable du chômage. C'est la thèse du déversement. En bref, grâce à une meilleure productivité, le progrès technologique permet de baisser le prix de certains produits, ce qui provoque une hausse de la consommation de produits déjà existants ou de nouveautés, créant de nouveaux emplois pour les produire. Le passage du cheval à la voiture a mis les cochers au chômage mais a aussi créé toute une industrie automobile. Et nous sommes passés de la société agricole à industrielle, puis au tertiaire, dominée par les métiers de service, en consommant plus de soins médicaux, de loisirs, de culture, etc. Il n'y a pas de modèle économique qui le garantisse, mais jusqu'ici l'innovation technologique n'a jamais tué l'emploi. Le progrès technologique n'a certes jamais tué l'emploi, mais il crée toujours des inégalités. Ces 40 dernières années, les travailleurs les plus qualifiés ont tiré les marrons du feu tandis que les moins qualifiés se sont appauvris. Avec la prochaine révolution, les écarts devraient se réduire, en se reconvertissant dans les métiers encore préservés, les cols blancs verront baisser leurs revenus, sauf les experts des nouvelles technologies, tandis que les personnes peu qualifiées dont le travail est encore difficilement automatisable, jardiniers, plombiers, nounous, etc., vont gagner du pouvoir d'achat. Jusqu'à ce que, imagine-t-on, tout le monde soit logé à la même enseigne, plus de travail, le seul véritable problème de l'humanité serait alors la répartition des richesses produites. Il faudra prendre garde à ne pas aller vers un monde trop inégalitaire. Aujourd'hui, quelques oligopoles du web se partagent une très grande quantité de richesses et paient très peu d'impôts. Les créateurs de ces empires ont du talent, mais cela justifie-t-il qu'ils accaparent en totalité le produit du travail des machines?
Est-ce vraiment un choix de société ou plutôt le résultat de systèmes politiques et de considérations économiques devenus obsolètes? Nos modèles économiques fonctionnent en effet sur la concurrence, or dans le monde du web la logique est inversée, de nouveaux concurrents n'ont quasiment aucune chance de détruire la situation de monopole d'un acteur déjà bien développé, car plus il y a de monde sur un réseau, plus il est attractif pour les consommateurs. Par exemple, créer un concurrent à Internet est parfaitement illusoire. La nature des biens a changé et il faudrait revoir nos systèmes économiques et politiques de A à Z. La différence entre l'être humain et le robot n'est peut-être pas aussi significative que celle qui oppose l'intelligence et la bêtise. Isaac Asimov.